On crée notre nouveau projet. Comment on crée un projet avec un template de départ, histoire qu'on ne doive pas tout configurer. Et on va donc utiliser notre outil qu'on avait installé de Vue pour initialiser un nouveau projet Vue. Et ce qu'on va utiliser comme template de départ, c'est toujours notre template Webpack. Donc là, pas trop de surprises. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le nom du projet. On peut mettre ce qu'on veut. Moi, je vais mettre démo Vue. Il va télécharger la nouvelle version de Webpack. Le nom, c'est OK. Tac. OK. Est-ce qu'on veut un routeur? Oui, cette fois, on veut le routeur. On verra après comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Le routeur, c'est pour pouvoir faire plusieurs pages virtuelles. On veut SLint, bien sûr. Quelle version on veut de... On a pris la Airbnb ou la standard? La standard. Mais on avait rajouté les points-virgules, c'est ça. Donc on prend la standard. Est-ce qu'on veut les unit tests? Bah ça serait bien, mais malheureusement on n'a pas le temps, donc on va pas les ajouter. Et on fait notre install. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir juste les commandes ou exactement le nom du fichier, il faut savoir ce qu'on a fait où, pour qu'on puisse après retrouver si tout d'un coup les gens qui ont fait le template ont décidé de changer l'endroit. Donc maintenant qu'on a changé tout ça, il se peut que ça se lance pas, donc il faut aller voir si ça veut bien se lancer. npm run dev. Et effectivement, il y a des problèmes parce que bah, eux, ils avaient en mode standalone, ils ont 100 standard, ils ont 100 les points-virgules. Et nous, on a dit qu'on voulait les points-virgules. Donc, on doit aller rajouter les points-virgules manquants. Donc, dans le main.js, cette fois, on garde les trucs, mais on va les corriger. Donc, on voit, on importe la librairie Vue. On importe un fichier app, on ira voir après. On importe un fichier routeur. Là, s'il y a le point slash, c'est que c'est relatif au répertoire. Donc ça, c'est nôtre. Et puis ça fait partie de la librairie standard. Et puis, parce dans notre config, on a indenté avec 4 espaces. Il faut qu'on corrige l'indentation. Donc, de nouveau, on peut le faire à la main. Là, ça nous permet de lire et comprendre les différentes lignes qui ont été ajoutées. Ou bien, on peut faire tout corriger d'un coup. S'il y a la petite bulle. Non, il n'y a pas la petite bulle. Donc, on rajoute le point-virgule. On met l'indentation à 4. On verra après ce que c'est ce fichier appvue. On a encore le routeur à corriger. Donc là, si on trouve la petite bulle d'aide, corriger tous les problèmes qui sont corrigeables, fixe. Donc ça corrige les points-virgules. Et après, bouton droite, formater document. Si on se met en mode 4 espaces.
ça va corriger l'indentation. Alors si on a encore un dernier fichier, sous-composant. Oui. On corrige l'indentation. S'il n'aurait pas compris qu'il fallait faire à 4 espaces, on clique là sur Spaces 2 et puis on dit en utilisant des espaces, 4 espaces. On refait bouton droite, formater document. Et ça devrait se faire. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il nous faut installer un plugin pour utiliser ces fichiers vue spécial. Donc on va sous installation de plugin et on cherche Vecture et on installe ce plugin. Oui. C'est un plugin pour faciliter le développement de Vue dans Visual Studio Code. Alors, setup, on va voir s'ils nous disent quelque chose, s'il faut installer quelque chose de plus. Donc, il faut configurer ESLint, il faut configurer quelque chose. Il faut ajouter Vue à ESLint validate pour que ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a installé Vecture, il faut aller dans les options. Configure. Donc on peut aller dans le menu, vous allez sous Fichier préférences. Et puis après, dans les préférences, soit du workspace, soit de votre utilisateur, ouais, de l'utilisateur, ce sera mieux, parce que comme ça on a tout. Il faut chercher ESLint validate. On trouve le truc ici. On appuie sur ajouter ou modifier. Ça va le copier dans votre fichier utilisateur et on va rajouter Vue. Comme ça, on lui dit que les fichiers qui ont une extension .vue, il doit aussi les traiter. Vous allez dans Fichier préférences, et puis après ça vous affiche ça, plus ça. Vous n'avez peut-être pas les mêmes. Et puis vous allez chercher la clé ESLint validate. Si vous cliquez après sur la petite icône, ça le copie à droite. Et puis là, vous pouvez dire comment le remplacer. Et donc vous voyez, en fait, cet éditeur, il est très configurable. Il y a 414 réglages que vous pouvez décider de changer. Donc après, moi, j'ai un certain nombre de réglages pour cacher un certain nombre d'éléments, pour avoir plus de place. Et puis vous, à vous de voir, s'il y a des choses que vous n'aimez pas ou que vous voulez changer, vous trouvez le réglage en question et vous pouvez le changer. Nous, ce qu'il nous faut, c'est cette partie-là pour être sûr que ESLint fonctionne aussi dans les fichiers vus. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas la dernière version, en bas à gauche, là, vous pouvez cliquer pour faire la mise à jour si vous voulez.
de la dernière version de Visual Studio Code. Comme ça, vous avez de nouveau l'icône bleue. Parce qu'il n'y a personne qui aimait l'icône orange, donc ils ont remis la bleue. Et une fois qu'on a donc fait ces réglages et corrigé tous les fichiers vus, il nous faut encore changer là, visiblement, dans notre syntaxe, on préfère les guillemets simples. Donc on met des guillemets simples. Et si on a réglé tous les problèmes, le serveur devrait automatiquement se lancer. Et on devrait pouvoir voir quelque chose. Si on va sur localhost 8080, on devrait voir notre template vue de départ. Ok, donc maintenant qu'on a tout installé, on va découvrir petit à petit ces différentes pièces, mais commençons par le main.js, qui est donc le fichier principal qui va être lancé. Et puis, on crée donc une nouvelle instance vue, puis on dit, va chercher l'élément qui a l'ID app pour transformer tout ce qui se trouve à l'intérieur en composant vue. On a un routeur donc qu'on importe et qu'on configure depuis un fichier séparé, histoire d'isoler, pouvoir afficher les différentes choses qui sont faites. Et puis un template qui lui dit de charger le composant app. On a défini comment est-ce qu'on crée le composant app en l'important. On verra après quand on parlera des composants exactement comment ou quoi. Mais du coup, si on va regarder notre fichier index.html, qu'est-ce qu'on a? On a bien un div ID app et à l'intérieur de celui-là, on va avoir tout ce qui est notre application Vue.js. Le index, c'est très simplifié. Tout le reste est géré à l'intérieur par notre JavaScript du framework Vue. Donc après, on a ces fichiers app.vue qui sont là pour nous faciliter en fait, à la place de faire 3 fichiers, un fichier CSS, un fichier JavaScript et un fichier HTML. C'est les 3 en 1. Et puis c'est notre Webpack qui va savoir lire, ok, ce qu'il y a dans la balise template, je vais le mettre dans le HTML, ce qu'il y a dans le script, je le mets dans le script, et puis ce qu'il y a dans le style, je le mets dans un fichier CSS. C'est pour... Il y en a qui préfèrent travailler avec des fichiers séparés, puis là, avec Vue, étant donné qu'on fait plein de fichiers, un pour chaque composant qu'on créera, ils ont cette possibilité de tout mettre au même endroit. Donc, ce qui va se faire, c'est que quand il va lancer, il va remplacer ce qu'il y a dans app par ce qu'il y a dans notre balise app qui est créée à partir du fichier vue app. Et on aura donc une image qui est le logo qu'on voit, plus quelque chose en lien avec le routeur. Mais on explorera peut-être un peu plus tard les détails de ça. Ça, c'est pour les explications des fichiers. Donc en attendant, on peut travailler très bien sur cet élément principal et éditer notre fichier index. Ça va aussi.
Donc, pour faire ça, pour simplifier la vie, on va mettre tout ça en parenthèse. On ira explorer en détail plus tard. Donc, finalement, le minimum qu'on a besoin, c'est de créer un nouveau vue, lui donner une balise dans laquelle il va travailler. Et puis après, ben, il y a SLint qui nous embête, donc on va mettre en commentaire ce qu'on n'utilise pas. Et regardez que notre page s'affiche toujours. Donc en principe, maintenant, dans ma page, je devrais voir quoi? Je devrais voir plus rien du tout. Parce qu'on a le div vide, mais la page devrait quand même se charger en vide. Si je vais inspecter, je devrais voir que j'ai bien le body, j'ai bien le app et plus rien d'autre. Le fichier script qui est généré par Webpack est inclus automatiquement, qui devrait contenir notre code source de notre app. Donc maintenant, on peut travailler à l'intérieur de là. Donc ce que je mets à l'extérieur va pas marcher avec les éléments vus, tandis que ce que je mets à l'intérieur va fonctionner. Je peux mettre du HTML classique, mais je peux aussi mettre donc un formulaire qui est connecté à mon modèle de données. Je vais appeler message, la variable, et puis après ce que je veux, c'est en dessous du message, par exemple en H2, afficher le contenu du message. Et si ça se recharge, je devrais voir. Alors. Est-ce que ça s'est rechargé? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un message d'erreur. Donc quand ça marche, ça n'a pas l'air de marcher. Donc je vais voir le message d'erreur. Très important, toujours aller voir les messages d'erreur de la console. Et il nous dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce message? Voilà, donc il nous dit dans la partie vue, donc l'index dans l'HTML, on a dit ah mais on veut connecter à une variable message, mais ce variable message n'est pas défini sur l'instance. Donc define reference during rendering, ça c'est dire on fait référence depuis l'HTML à la variable message, mais elle n'existe pas sur l'instance de l'objet data réactif de vue. Donc pour que la magie fonctionne, il faut lui dire voilà les variables qu'il faut observer. Si la variable n'existe pas encore, il ne peut pas l'observer. Donc, il faut, dans notre constructeur vue, lui donner un objet data. Et puis là, c'est un peu la convention bizarre, c'est qu'il faut faire une méthode qui retourne l'objet data. Donc on fait une méthode data qui retourne un objet qui représente nos données. Et puis donc, par exemple, notre objet de données principal doit avoir un attribut message avec une valeur initiale qui, par exemple, est nulle. Là, on retourne l'objet. Donc ça, on aurait pu l'écrire sur une ligne. C'est juste moins lisible. Et c'est pour ça que là, vu que ça, c'est une ligne qui a un point virgule.
Là, il n'y a pas de point-virgule parce que ça fait partie du bloc de la méthode. Tandis que là, c'est un objet qu'on crée sur une ligne, donc il y a un point-virgule ici. Et c'est pour ça qu'après, même si on indente de manière plus jolie, le point-virgule reste. Ça, la différence entre cette ligne-là, où c'est la fin du bloc de la méthode, et cette ligne-là où il y a un point-virgule, parce que c'est la fin de la ligne du return. C'est juste que la ligne du return, on l'a écrit sur plusieurs lignes pour indenter le message, l'objet message qu'on est en train de définir de manière plus lisible. Si maintenant on veut mettre tout en majuscule, comment on fait en JavaScript pour mettre en majuscule une chaîne de caractères? On se rappelle peut-être plus. Donc on peut aller dans la console du navigateur et puis vite faire une chaîne de caractères. Point, et puis on a l'aide automatique. To. Et puis c'est to uppercase. Tester, voilà, ça fonctionne. Donc c'est ça. C'est ça qui est pratique dans JavaScript, c'est que c'est interactif. On peut vite dans la console tester si on se rappelle plus. Et après, coller. Je peux faire donc message to uppercase. Il recompile, il rafraîchit la page. Non, il a décidé de ne pas rafraîchir. Et après, maintenant ça les met en majuscule. Donc si c'est un truc simple, on peut directement le faire là-dessus. Si c'est un truc un peu plus avancé, ou bien si on imagine que on utilise ça dans plein d'endroits différents, ben là, si d'un coup je veux changer la manière de faire, je suis obligé d'aller remplacer. Ça, généralement, c'est une indication qu'on a un truc qu'on peut faire mieux. Et c'est donc là où on peut dire, ok, ça, je vais lui donner je vais créer un filtre qui va s'appeler mage. Et puis comme ça, j'utilise ce filtre. Et là, si j'exécute mon truc, erreur, il me dit on ne trouve pas le filtre mage. Donc on doit aller créer le filtre. Donc on va dans main.js et puis dans notre objet qui définit nos configs de notre instance Vue.js, on peut ajouter une propriété. Donc c'est tout par convention. Par convention, et dans un attribut filtre, on va créer les différents filtres. Et donc là, je vais créer ma méthode mage qui reçoit un texte et puis qui retourne le texte to uppercase. Et maintenant, ça refonctionne. Et j'ai le code d'uppercase bien à un endroit joli, réutilisable. On est content. Donc, Vue marche tout par convention. Si on n'écrit pas comme il faut filter, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on écrit. Et puis, par exemple, on peut se dire, ah mais comme donnée, j'aimerais une liste de personnes. Donc je crée une liste, je vais mettre des personnes dedans. Les personnes, elles ont un nom. Non, ça c'est trop compliqué. Commençons simple.
Faisons juste un champ nom. Dupont. Prénom. Jean. Prénom. Voilà. Donc maintenant j'ai 3 variables. Donc si on veut afficher nom prénom, je peux faire nom. Et après je vais mettre un espace, remettre des guillemets. Et puis mettre prénom. Donc ça fonctionne. L'autre option, c'est d'écrire en JavaScript et dire, OK, moi, ce que je veux, c'est la variable nom plus un espace plus un prénom. C'est aussi une possibilité. Et donc, voilà. Mais c'est pas super sexy d'écrire ça. On ne sait pas si on a oublié une parenthèse ou autre. C'est pas pratique. Nous, ce qu'on aimerait finalement, c'est pouvoir écrire. Moi, je veux le nom complet. Par exemple. Ça serait pratique. Mais je veux que si le nom change, ce qu'il y a dans le nom complet change aussi. Donc dans ce cas-là, il faudrait peut-être faire une fonction qu'on doit appeler. Mais une fonction qu'on doit appeler, lui, en fait, il va l'appeler non-stop pour évaluer le résultat. Chaque fois que quelque chose change, il doit aller rappeler la fonction pour calculer le nouveau résultat. Donc ça ne va pas être très optimal. Donc il existe ce qu'on appelle des propriétés calculées. Donc c'est computed, l'objet spécial. Et ça permet de définir des méthodes qui retournent une valeur. Et c'est lui qui va s'occuper de calculer, mettre en cache et seulement aller recalculer si les variables utilisées à l'intérieur de cette méthode ont changé. Donc c'est beaucoup plus efficace. Et donc on va faire une méthode qui s'appelle non complet et qui retourne donc notre, on va voir si ici ça marche, notre chaîne de caractères qui prend la valeur, la première valeur et la deuxième valeur. Et ici je dois faire référence donc à cet objet-là. Je ne suis pas dans un environnement vue protégé, je suis en code JavaScript standard. Donc je dois faire référence à l'instance vue et à la variable qui se trouve dans cette vue. Donc dans le code ici, on a automatiquement tout ce qui est exécuté dans app fait automatiquement référence à l'instance. En JavaScript, pour faire référence à une instance, normalement, le mot-clé pour faire référence à une instance, à soi-même, c'est 10. Parce que on est en train de définir notre propre instance. Donc c'est 10.nom et puis 10.prénom. Et maintenant, j'ai mon nom complet calculé sans appel de fonction, mais qui est automatiquement mis à jour quand le nom ou le prénom change. C'est quand même plus lisible et plus joli que les autres combis. Donc, s'il y a quelque chose qu'on veut lire qui vient d'un calcul mais qu'on ne veut pas calculer à chaque fois, il y a ces computed properties qui permettent de faire ça. Par contre, il y a des fois où on aimerait vraiment avoir une méthode qui, elles, sont utilisées
est appelé non-stop, comme les getter-setters classiques que vous connaissez en Java. Ça, on l'utilise principalement pour interagir avec des événements. Donc par exemple, si maintenant sur notre élément, je mets un bouton, bonjour. Et puis on a dit, pour connecter le click, en principe on utilise les onClick, mais c'est différent dans... en Vue.js, on utilise vOnClick est égal, et puis le nom de la méthode qu'on va exécuter, on va l'appeler bonjour, et c'est une méthode. Et maintenant, il faut que j'aille créer cette méthode dans mon code. Donc, vOn, ça veut dire connecte l'événement à une méthode, et puis après, on met le nom de la méthode. Donc, ici, il faut que j'aille créer une nouvelle section méthode. Et là, je peux créer ma méthode qui s'appelle bonjour. Et qui, par exemple, prend le message et y ajoute espace bonjour. Et puis maintenant, si je mets un message et que je clique bonjour, ça ajoute le texte bonjour. Ça se met à jour à la fois là-dedans et là-dedans parce que c'est tout connecté à la même variable. Maintenant qu'on voit comment ça interagit entre les deux, on peut voir comment est-ce qu'on peut rendre la page un peu plus dynamique en fonction de l'état des variables. Donc par exemple, si on crée une variable booléenne isRed et qu'on veut mettre, on va créer un style CSS dans notre feuille de style, si elle existe. Il n'y en a pas, donc on fera nous-mêmes. Donc après, si par exemple, on crée un style red, et on dit color red. Ils ont rajouté l'éditeur de couleurs dans une des dernières versions. Et puis on se dit, ok, moi maintenant, le nom complet, si la variable isRed est vraie, alors utilise la classe red pour cet attribut-là. Donc si l'expression qui est ici est évaluée à vrai, ça va ajouter la classe red à -h2. Et il nous faut un moyen encore pour pouvoir changer la valeur de l'attribut, vu qu'on l'avait initialisé à false. On peut donc, par exemple, prendre une checkbox, la connecter avec modèle à notre variable isRed. Et si on va voir ce qui se passe, on a donc une checkbox, et puis si je la coche, hop, ça devient rouge.
si on va faire inspect dessus, on voit que la classe elle est mise à red, et puis si j'enlève, tac, automatiquement ça a enlevé la classe. Donc il fait les modifications du DOM pour nous grâce à ce binding de l'attribut. Un autre élément qu'on fait souvent, c'est de cacher ou d'afficher des éléments en fonction d'une valeur. Donc on peut par exemple cacher le bouton bonjour, vif, en fonction d'une certaine condition, que je peux écrire directement ici, ou bien je peux aussi mettre un appel de méthode, ou bien une propriété calculée. Mais par exemple, disons que bonjour, le bouton bonjour s'affiche seulement si le message n'est pas vide. Donc si la longueur du message est plus grande que 0. Et donc là, si mon message est vide, le bouton n'est pas là. Dès que je mets quelque chose dedans, le bouton apparaît. Si j'efface, paf, le bouton disparaît. Puis on voit dans l'inspecteur que, parce que j'ai utilisé vif, il est vraiment pas dans le DOM. Il est enlevé entièrement du DOM, et puis après, tac, il disparaît du DOM. Tandis que si j'utilise vshow, dans ce cas-là, il est là, et puis quand il disparaît, je rafraîchis là. Quand il disparaît, il est encore dans le DOM, mais il a le style display none. Une fois, il reste dans le DOM, et puis il est caché ou affiché avec du CSS en quelque sorte. Et puis, avec vif, il disparaît du DOM. Après, c'est des compromis entre est-ce que je veux que ça coûte moins cher à afficher caché. Donc en vshow, s'il doit juste ajouter un style CSS, c'est pas cher pour afficher caché. Par contre, si on a beaucoup d'éléments DOM, c'est mieux d'en lister le moins possible pour que la page soit plus réactive. Parce que s'il doit animer la page et puis qu'il y a plein d'éléments DOM, ce sera peut-être moins efficace. VIF, c'est plus simple, c'est plus court à écrire et puis ça va bien. Donc on peut afficher, cacher des choses, on peut changer des classes, on peut calculer des valeurs qui s'adaptent automatiquement. Ce qu'il nous faut encore, c'est pouvoir lister un certain nombre de choses. On veut faire répéter. Avec des conditions et des boucles, on peut quasiment tout faire. Donc pour faire une boucle, il faut une liste. Donc on va créer une variable de liste. Par exemple, personne. La liste peut être vide ou bien on peut déjà mettre quelque chose dedans. Mettons rien pour l'instant. Et puis après, on peut dire, ok, moi, une liste, c'est quoi? En HTML, c'est UL-LI. Et donc, LI, je fais vFor. Pour chaque élément, ou mettons P in personne, je vais afficher un LI avec ce qui se trouve dans P. Et puis ce qu'on va faire, c'est un autre bouton.
J'ai mis au mauvais endroit. V on click. To list. Et maintenant, il faut que je fasse ma méthode add to list. Donc, ce que je veux, c'est ajouter à la liste personne. Comment j'ajoute quelque chose à une liste en JavaScript? Push, exactement. Mais à la fin de la liste, push. Qu'est-ce que je veux mettre dedans? Par exemple, ce qui se trouve dans mon champ input, et ce qui se trouve dans mon champ input, c'est connecté à ma variable message, que j'ai appelé message. Donc 10.message. Et si maintenant je vais voir, ok, donc j'écris un nom et puis je clique sur ajouter. Et ça m'a ajouté l'élément à la liste. Un autre, je l'ajoute. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute encore une fois? Ça fonctionne aussi. Mais là, maintenant, il n'a aucun moyen de différencier les deux. Alice, la première et le deuxième. Des fois, ça marche, des fois, il se plaint. Donc, le mieux, c'est de lui définir une clé. Donc, lui dire, OK, pour différencier les différents éléments, on va binder la key, l'attribut key, et puis lui dire que là, le problème, c'est que j'ai rien qui est unique. Donc, je suis obligé de récupérer quelque chose qui est unique, et puis ça, c'est la position dans la liste. Donc, je peux lui dire que c'est i, qui est mon index de la liste, qui est unique. Comme ça, il sait différencier les choses. Si j'ai un objet plus compliqué qui vient d'une base de données ou autre, qui contient une information unique, je peux directement l'utiliser et puis lui dire, par exemple, p.id sera l'identifiant à utiliser. Et dans ce cas-là, pour l'instant, on a i. Et puis, je peux même utiliser ce i pour afficher, par exemple, le combienième c'est. Donc, le numéro, nombre et i. Ben, i commence à combien? À 0, donc c'est pas cool, donc on fait plus 1. Et puis si je recharge ma page, maintenant, ajouter, ajouter, ça fonctionne. On a vu les propriétés. Là, j'ai mis un exemple, justement, la différence entre une méthode et une propriété par rapport à quand est-ce que c'est évalué. Donc, on a date 1 et date 2. Une fois, c'est une propriété, une fois, c'est une méthode qu'on appelle. Donc là, dans le code, c'est écrit exactement la même chose, mais une fois, c'est en tant que propriété et une fois en tant que méthode. Ça fait un new date qui retourne la date actuelle. Donc comme ça, on peut savoir quand est-ce qu'elle a été appelée. Parce que chaque fois, ça va mettre la date. Et donc, si je fais une interaction avec la page, donc là, la page, elle n'est pas recalculée parce qu'il ne se passe rien. Du moment qu'il y a une interaction, qu'il y a une variable qui change, la page va être recalculée. Donc, ce que j'ai fait pour que la page se recalcule, j'ai fait un bouton, si on clique dessus, ça incrémente la variable count de 1. Et si maintenant là, je clique plein de fois, on voit que à chaque fois que la page est réévaluée,
la date 2 qui est donc calculée par une méthode, elle est exécutée et puis ça change la date affichée avec l'heure affichée. Tandis que la date 1, qui est ici, elle n'est pas réactualisée. Donc il met à jour que partiellement la page. Il recalcule les méthodes et puis il recalcule là où les variables ont changé. Et puis la date 1 qui est donc qui utilise qu'une variable fixe, il sait qu'il n'a pas besoin d'aller la recalculer. Tandis que si maintenant j'utilisais la variable count dans cette propriété, maintenant elle va aussi se mettre à jour. Un peu moins vite, parce qu'il fait quand même un peu de caching. Ou bien non, même pas, juste parce qu'on n'a pas les millisecondes. Mais elle est mise à jour parce qu'il sait que count a changé. Et puis donc, parce qu'on utilise count, il doit aussi la mettre à jour. Donc c'est comme ça qu'il optimise, parce qu'il devrait recalculer tous les éléments d'homme de toute la page à chaque fois, ça irait moins vite. C'est pour ça que c'est assez bien d'utiliser, quand on le peut, des propriétés calculées. Comme ça, il ne recalcule pas à chaque fois. Si on utilisait des méthodes partout, il recalculerait partout les choses. Voilà l'intérêt d'avoir ces deux choses différentes. Des fois, on veut des choses qui sont réévaluées à chaque fois. Des fois, on veut simplement que ça recalcule quand les valeurs dépendantes changent. On peut aussi faire des setters avec, mais ça on n'a pas forcément besoin. Maintenant, avec les listes, il y a une subtilité. Étant donné que lui, il doit pouvoir observer la variable sur des éléments qui modifient la liste par mutation, certains, ça fonctionne. Donc il sait qu'il doit aller... En fait, il a augmenté les méthodes de push, pop, shift, unshift, splice, sort, reverse, pour que si on les utilise, il sait que la liste a changé, et puis il va faire le nécessaire. Mais si on travaille directement sur l'index ou le length, donc si on va faire le nom de la variable de l'arrêt, crochet, la position, et puis on met quelque chose de nouveau dedans, il ne sait pas que ça a changé. Parce qu'on va directement changer le pointeur de l'arrêt, et puis on passe pas par une méthode, donc il ne sait pas que ça a changé. Donc on ne peut pas remplacer directement avec la notation indexée en crochet une valeur de la variable, et puis ça se met automatiquement à jour. On est obligé de passer par des splices pour remplacer la variable, ou des push, des pop, et ce genre de choses. L'autre méthode, si on ne veut pas utiliser ça et puis qu'on peut pas, vu qu'on n'a pas accès à ça, c'est de remplacer entièrement la variable de la liste avec une nouvelle liste qui contient ce qu'on veut comme liste de fin. Donc on a un certain nombre de méthodes qui retournent une nouvelle liste. En plus de celle-là, il y a toutes celles qu'on a vues, la map, reduce et tout ça. Si ça retourne une nouvelle liste entière et qu'on remplace entièrement la variable, la détection des changements va fonctionner aussi. Si à un objet on ajoute un nouvel attribut, bon ça marche aussi pour les listes, il ne sait pas que l'observation des attributs se fait que initialement au lancement quand on retourne cet objet donné initial. Donc si on ajoute une nouvelle propriété à un objet qui n'existait pas encore avant, il faut lui dire qu'on veut écouter cette nouvelle propriété. Donc il faut ajouter cette nouvelle propriété, pas avec la syntaxe standard crochet, mais avec vue.set, le nom de la variable qui contient l'objet, le nom de la propriété, et puis la valeur qu'on veut mettre à cette propriété. Comme ça, après, il sait mettre sa colle magique autour pour observer les changements de ce nouvel attribut. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un truc où on a un bouton, on peut appuyer dessus et puis ça enlève l'élément en question. La manière d'aborder le problème. Donc,
On veut faire un bouton, quand on appuie dessus, ça enlève l'élément sur lequel on a appuyé. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà savoir sur quoi on a appuyé. Donc, il nous faut une référence vers la position dans la liste. La position dans la liste, je le trouve dans quelle variable? Qu'est-ce que vous avez utilisé? I, ou celle que j'ai appelée là. Donc, moi, je l'ai appelée I, donc c'est dans la variable I que je vais trouver l'information. Donc, je crée mon bouton. Et puis, je vais donc appeler une méthode. Donc, ce sera von. von click. Et dans ce cas-là, je vais remove item, ou ce qu'on veut comme nom. Et je lui passe la position à laquelle je veux l'enlever. Je ne peux pas lui passer l'élément lui-même, parce que l'élément lui-même, je peux avoir des doublons. Je peux avoir 2 fois Alice. J'ai autorisé ça. Donc après, je ne peux pas aller rechercher, je ne sais pas le combienième Alice. Donc pour cette solution-là, je suis obligé d'utiliser. Donc après, j'écris ma méthode, remove item. Je reçois i. Et puis je vais faire quelque chose avec. Pour tester à chaque fois si je dois aller remettre des valeurs dedans, c'est un peu embêtant. Donc autant directement mettre des variables dans ma liste initiale. Comme ça, au moins, je peux tester plus facilement. S'il y a quelque chose que à chaque fois que je rafraîchis, je répète et puis je vais faire les choses, ça va pas. Donc j'ai mes variables et puis si je clique dessus, bah, pour l'instant il se passe rien, mais j'ai pas de message d'erreur, donc c'est déjà pas mal. Je vois que mon bouton, j'ai oublié de mettre un texte, donc on va mettre une petite croix pour effacer. Et puis il faut que je fasse quelque chose. Donc maintenant on vient sur la partie plus JavaScript pur. Vous se dire, ok, j'ai une liste qui se trouve dans personne, je veux enlever quelque chose, c'est splice. On voit que là même, maintenant avec l'éditeur, il nous a... soit on va avoir la doc de Mozilla, soit on a directement l'aide. Et puis on dit, ok, la position où on veut commencer à enlever, ma position c'est bien I, parce que vu que c'est l'indice de la liste que j'ai utilisé, le nombre que je veux supprimer c'est 1. Et comme ça, on a supprimé notre élément. On peut aller tester, j'appuie sur DEF, c'est bien DEF qui part, j'appuie sur ABC, il y a bien ABC qui part. Et on a fini l'exercice en écrivant 2 lignes de code. L'autre truc, c'est que si on tape là, on aimerait bien pouvoir faire Enter pour que ça ajoute. Ça ne marche pas, donc il faudrait aller changer. Il y a, comme d'habitude, différentes manières de faire. Soit je mets un formulaire autour et je fais un bouton Submit, et puis on Submit et tout ça. Ou bien on pourrait se dire, ah mais moi ce que je veux c'est attraper un événement et exécuter add-to-list avec cet événement autre que juste le clic. Donc dans mon input box message, qu'est-ce que je veux? Quel événement je pourrais capturer? On l'avait discuté la dernière fois. Pour que si j'appuie au clavier, ça fasse quelque chose. On key up. Donc v on key up add to list. Qu'est-ce qui va être le problème là? C'est qu'il va faire toutes les touches en principe. On va attendre qu'il se recharge. Et puis ça, à chaque fois que je tape, ça ajoute. C'est peut-être pas idéal. Donc là, maintenant, dans mon Add to List, je devrais aller récupérer l'événement, filtrer sur le code de la clé pour savoir quelle lettre a été appuyée et tout ça. Mais en fait, Vue sont là pour nous et ils ont déjà pré-filtré les trucs. Donc on peut ajouter un modificateur. Si on fait point Enter, par exemple, ça va que laisser passer les événements Enter. Et maintenant, donc je tape, c'est bon. Et puis si je fais Enter, ça l'ajoute.
L'autre truc pour éviter les doublons, ou trop de fois s'il appuie Enter trop longtemps, ça serait dans Add to List de faire que, une fois que j'ai ajouté, bah, je vide message. C'est un autre truc qu'on peut faire. Et ce qu'on pourrait faire également, c'est dire, ah mais on n'a pas le droit d'appuyer. Ah bon, on l'a déjà, si la longueur est... On l'avait fait pour l'autre, mais on pourrait le faire pour le bouton. À la place de le faire disparaître, un bouton, qu'est-ce qu'on peut faire dans un formulaire? Désactiver, exactement. Donc, je peux faire v bind disable égal à message. J'espère que ça marche. Length égal à 0. On va voir si ça fonctionne. Donc maintenant, mon message est désactivé. Si je tape quelque chose, il est activé. Je peux appuyer sur Enter. Et puis, il se remet en désactivé. Donc ça marche pour le bouton. Le problème, c'est que pour la touche Enter, ça ne marche pas. Donc là, j'ai un bug. Donc, je peux aller corriger et puis dire, OK, dans Add to List, je veux ajouter seulement s'il y a quelque chose dans Message. Comment j'écris ça? C'est du JavaScript. Comment on teste s'il y a quelque chose dans Message? Voilà, if this message est plus grand message.length est plus grand que 0, alors je fais tout ça. Je mets le tout dans le if. Ça, c'est une possibilité. Ça peut marcher. L'autre possibilité, c'est de dire si la longueur du message est égale à 0, alors je sors directement de ma méthode, je fais un return vide. Et puis sinon, en dessous, j'ai le code qui s'exécute. Donc on peut... Ça fait un if moins grand. C'est une autre manière d'écrire les choses. Il y a différents styles. Du moment que la logique fait la même chose, n'exécute pas le reste, ou n'exécute le reste que quand la condition est vraie, c'est égal. Mais disons que des fois, c'est plus lisible si on a des petits if que si on a un grand if et puis on ne sait pas où il s'arrête. Donc maintenant, on a un truc qui est utilisable, qui respecte les bonnes pratiques. Et puis on n'a pas dû se concentrer sur comment j'écris dans le DOM, comment je modifie le DOM. On a vraiment pu se concentrer sur la logique métier d'interaction, sur le UX, comment est-ce que l'utilisateur va interagir avec notre app, comment est-ce qu'on l'aide à pas entrer trop de trucs à double, comment est-ce qu'on lui fait remarquer que ça a ajouté en faisant disparaître ici et puis apparaître ici. C'est sur des choses comme ça qu'on veut ajouter de la valeur et puis pas sur comment je vais aller écrire dans mon DOM pour ajouter, supprimer des éléments. C'est ce que nous permettent de faire ces frameworks, c'est d'investir du temps sur les choses pratiques. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est comment pour faire avec une image, par exemple. Donc si on veut maintenant, à la place d'avoir juste du texte, on veut mettre un petit logo, on pourrait mettre une image source est égal à, il nous faut une image. Puis on aimerait une image différente pour chaque nom d'utilisateur différent. Donc vbind. Et puis on va aller chercher une image. Ce qu'on va chercher, j'ai des petits robots. Il y a un site qui génère des petits robots. Et en fonction de l'URL qu'on lui donne, donc là maintenant, ça c'est du chaîne de caractères. Ensuite, j'y concatène le nom de la personne, qui est dans P, plus encore la taille.
Et comme ça, pour chaque personne, il va calculer cette URL et nous afficher une petite icône. Si maintenant je rafraîchis ma page, hop, il va chercher les petites icônes. Et puis en fonction de ce qu'on tape, il y aura un autre robot. Les supprimer. Maintenant, on peut se dire, ah, mais j'aimerais ajouter un filtre pour faire une sorte de zone de recherche. Une nouvelle fonctionnalité qu'on veut tout d'un coup. Après chaque fonctionnalité, on pourrait faire un commit pour être sûr de retourner dans le bon état si on fait quelque chose de faux. Donc on se dit, ok, moi il me faut un vModel, on va appeler ça search. Ou bien filter, ouais, mettons search. Et puis, donc du coup, il me faut créer ma variable search. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que la liste, à la place d'afficher la liste personne directement, j'affiche la liste seulement si search est vide, ou bien si le nom contient le caractère ou les caractères qui sont dans search. Donc il faut filtrer la liste personne. Mais il faut détecter quand search change pour filtrer la liste personne. Si tant que search ne change pas, je ne veux pas changer personne, et du moment que search a changé, je veux recalculer personne et rappliquer le filtre. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on a donné comme description à une propriété calculée. Donc on peut créer une nouvelle propriété calculée de filtre. On va appeler ça personne filtered, par exemple. Et puis qu'est-ce qu'elle doit retourner? Elle retourne personne, mais en version filtrée. Et puis on a vu qu'on pouvait filtrer une liste avec une fonction. Bon, on pourrait le faire avec une boucle, puis générer une nouvelle liste, mais là, l'écriture fonctionnelle va bien. Elle reçoit l'élément, et puis on doit dire vrai ou faux si on veut garder cet élément. Et cet élément, je veux le garder si qu'est-ce qu'on avait vu sur... C'est include, je crois, sur une chaîne de caractères. Et on lui dit si ça inclut ce qu'il y a dans search, alors vrai, et sinon faux. Et comme ça, on filtre notre liste en fonction de ce qu'il y a dans la boîte de recherche. Donc maintenant, j'ai ma boîte de recherche. Et puis, si je dis, ok, moi je veux qu'il y ait F dedans. Ça filtre pas. Non. Personne, filtre, et search. Puis on aimerait bien savoir finalement dans ces variables jQuery, vue, qu'est-ce qui se passe. Donc dans jQuery, on utilise le debugger standard. Dans vue, on a installé le plugin vue. Et là, on peut en fait, si on clique sur l'élément vue spécial avec l'onglet vue, on voit l'état de nos variables pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc si je tape, ok, la variable search se met à jour. Et puis, est-ce que la variable calculée, qui se trouve plus à droite, là, quelque part, se met à jour ou pas? Donc, visiblement, elle ne se met pas à jour et puis elle est vide. Mais c'est juste. Et puis, si je mets F, ok, personne filtered fonctionne, ça marche. Donc, ma variable calculée se met à jour, c'est bon, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que cette liste-là reste comme ça? Parce que j'ai oublié de changer. J'itère toujours sur personne et quand maintenant en fait ce que je veux faire c'est itérer sur personne filtered. Mais je peux rapidement trouver qu'est-ce qui marche pas grâce à cet outil debug vue qui me montre l'état
de mes variables et de mes propriétés calculées. Maintenant, je peux rafraîchir. Et puis, si maintenant je filtre, tac, ça filtre directement ce que je veux. Puis en très peu de lignes, j'ai quand même déjà fait de l'interaction qui marche bien et qui est vraiment dynamique. Si je rajoute quelque chose avec F dedans, il s'affiche directement. Si j'ajoute quelque chose sans F, il ne s'affiche pas. Si j'enlève le filtre, il est bien dans la liste. Avec 3 lignes. Voire même, on sait que là, si on n'a qu'un truc à retourner, on peut utiliser la syntaxe abrégée de la raw function si on a une seule ligne. J'ai plus besoin de ça. Quand même que je mette... Donc toute la fonctionnalité qu'on a vue, c'était une ligne plus une ligne. Elle est où la ligne Elle est en bas.